Ah bah non, faut arrêter de se mentir, hein, t'auras pas de retraite. Ou alors juste suffisante pour vivre. Ou survivre. Alors j'ai réduit, au lieu de manger 2 repas, je mange un repas par jour. Les retraites, on en entend parler en permanence, et depuis des dizaines d'années. Des chiffres partout, jamais les mêmes, jamais les bons. Dès qu'il y a une élection, tout le monde y va de sa solution miracle. Il y en a qui disent qu'il faut travailler beaucoup plus longtemps, et qui dans le même temps ouvrent les vannes d'une immigration de masse en t'expliquant que les Français veulent plus bosser. D'autres te disent que si on travaillait 32 heures par semaine et qu'on partageait le travail, tous les problèmes seraient réglés. Certains qu'il faut augmenter encore les charges pour maintenir le système solidaire. D'autres qu'il est déjà cassé et que seule la suppression des charges permettrait le plein emploi. Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Ce serait hypocrite. Mais dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps. Oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps. Avoir plus de gens au travail et travailler un peu plus longtemps parce que il se trouve qu'on vit un peu plus longtemps. Dans tout ce bordel, c'est bien difficile de se faire une idée. On va donc parler retraite, c'est un sujet dense, alors ce sera en 2 épisodes. Aujourd'hui, on comprend les mécanismes essentiels qu'on t'explique jamais, et la semaine prochaine, on regarde les solutions. Si tu t'accroches et que tu vas jusqu'au bout, tu en sauras plus que la majorité. Ok, let's go. La retraite par répartition, c'est pas un truc qui a toujours existé. Avant, c'était la retraite par capitalisation, c'est-à-dire que tu mettais de l'argent de côté pour tes vieux jours. Et avant encore, il n'y en avait pas du tout. C'était la solidarité familiale qui jouait, comme dans la majorité des sociétés encore d'ailleurs. Non, la retraite par répartition, c'est une invention récente, née en 1945 au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte donc très précis. La France est à reconstruire, le baby boom est en train d'exploser, c'est-à-dire que tes grands-parents sont contents et ils se reproduisent comme des lapins. Et puis l'espérance de vie est plus courte. Beaucoup n'atteignent même pas l'âge de la retraite. Donc le principe du système, il est simple, mais certainement l'inverse de ce que tu crois. Les gens qui travaillent, les actifs, paient pour les retraités. En échange, quand ce sera ton tour d'être à la retraite, les salariés de ton époque sont censés payer pour toi. Donc non, tu n'es pas du tout en train de cotiser pour ta retraite. Tu n'es pas en train de mettre de l'argent de côté. C'est un contrat entre générations, une chaîne de solidarité. Et à l'époque, ça tient, parce que la pyramide démographique est favorable. En 1970, il y a 3 travailleurs pour financer la pension d'un retraité. Le système est confortable, presque généreux. Sauf que cette pyramide, elle s'est retournée. En parlant de pyramide, tu connais le schéma de Ponzi? C'est une arnaque classique. Je te promets un super rendement si tu me donnes ton argent. Et pour te donner ce rendement, j'utilise l'argent des nouveaux qui entrent dans mon dispositif. Tant qu'il y a plus de gens qui rentrent que de gens qui sortent, bah ça tient. Le jour où ça s'inverse, ou que les gens demandent à récupérer leur argent, tout s'effondre. La retraite par répartition n'est pas une arnaque, mais avec le retournement de la démographie, c'est-à-dire moins de naissances et qu'on vit plus vieux, c'est bien comme un système de Ponzi qui s'effondre. Alors on a progressivement augmenté les cotisations pour compenser. De 8 à 10% en 1960 à près de 28% aujourd'hui. Et malgré ça, ça ne suffit toujours pas. Aujourd'hui, on collecte 320 milliards d'euros de cotisations retraite par an et on verse 385 milliards de pensions. Les 65 milliards qui manquent, c'est de la dette. Chaque année et sans exception. Donc c'est pas une théorie foireuse, hein. C'est en train de se passer. La faillite du système est programmée. Pas peut-être, pas si rien ne change. Ça a déjà commencé. Bon alors, tout le monde tape sur les boomers, ceux nés entre 1946 et 1964, à une époque de croissance incroyable. Pas de bol, c'est eux qui sont à la retraite en cette période tendue. Mais opposer les gens les uns contre les autres n'apporte pas de solution. Mais refuser de diagnostiquer la situation non plus. Alors, prenons l'exemple d'un couple de retraités qui ont une carrière complète de prof, avec l'avantage, contrairement au privé, d'avoir une retraite calculée sur les 6 derniers mois de salaire, et qui se retrouvent avec 6 000 euros de retraite par mois. Ils sont propriétaires, car à l'époque c'était bien plus évident, et ils ont très peu de charges. Résultat, si tu voyages un peu, tu te rends compte qu'il y a des retraités français de partout. Et il faut savoir que c'est la catégorie de Français qui parle le plus, qui a donc la possibilité de mettre de l'argent de côté, pendant que Nicolas peine à cotiser. Cette dichotomie, alors le premier qui met la définition dans les commentaires gagne mon respect. Cette dichotomie entre une petite base de travailleurs qui ne peuvent plus accéder à l'achat de leur habitation, qui peinent à mettre de côté ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, pour permettre à Roger, 70 ans, de préparer son prochain voyage aux Bahamas et faire grossir son compte en banque, c'est ce qui crée du désespoir et sans doute de la rancœur vis-à-vis des boomers. Mais en réalité, la faute vient du fait d'avoir promis de maintenir un revenu à travers des pensions,
peu importe l'état de l'économie et de la société. Le système est littéralement anachronique, inadapté. Il tourne sur des règles d'une époque qui n'existe plus. C'est pas un jugement, c'est un fait. Alors si tout ça est aussi évident et que ça ne fonctionne pas, qu'on va dans le mur, pourquoi personne ne fait rien? Qui pourrait changer de direction? Qui pourrait trancher? Un candidat à l'élection présidentielle? Un président déjà en place? Comprends bien, les élections sont le seul moment où tu peux donner ton avis, particulièrement depuis que les politiques, après le référendum sur la Constitution européenne, ont compris que demander l'avis aux Français était beaucoup trop dangereux. Notons pourtant que le référendum se situe au même niveau que le vote en termes d'importance dans la Constitution française, mais ça... Donc en somme, tu as juste le droit, une fois tous les 5 ans, de donner ta voix à un candidat qui propose à peu près la même chose que tous les autres. Et le reste du temps, tu peux bien fermer ta gueule! Alors parlons vote. Voici un bloc qui représente l'ensemble des électeurs inscrits à une élection présidentielle. 50 millions. Maintenant, le bloc correspondant aux retraités. C'est environ 17,5 millions. Et qui ne voteront donc pas contre le système puisque ce n'est pas dans leur intérêt. Bon là, c'est déjà pas mal. Mais allons plus loin. Et ajoutons maintenant les autres catégories de Français qui dépendent directement ou indirectement de l'État. On aura donc 5,9 millions de fonctionnaires, puis 12 millions d'allocataires à la CAF. On est donc à 35,4 millions d'électeurs, soit plus de 70% des votants. Et maintenant, dis-toi que le public qui veut maintenir leurs acquis sociaux vote massivement. Ainsi, les retraités votent à 90% quand les jeunes, de manière générale, votent à 50%. Donc si on tient compte de qui vote vraiment, ça donne presque 80% de ceux qui votent qui n'ont pas intérêt à ce que le système change, voire qui souhaitent encore plus d'aide et d'intervention de l'État. Donc tu auras beau pleurer quand on te prend 57% en taxes sur ton super brut pour financer un système social mourant dont tu es d'ailleurs rarement bénéficiaire, ou tomber de ta chaise d'entrepreneur en découvrant la énième taxe qui vient de grignoter ton bénéfice, tu ne pourras rien y changer. Le calcul est simple, si tu veux être élu ou le rester, tu ne dois pas revenir sur le niveau d'intervention de l'État et sur le mécanisme de la retraite. Au contraire, faut en promettre toujours plus et parfois aller très loin. Et comprends également que même si un type apparaissait et décidait de renverser la table, il se confronterait à l'état profond. Mufasa. Do it again. Mufasa. Bon, je t'arrête tout de suite si tu commences à t'imaginer un complot avec des reptiliens. C'est malheureusement plus terre à terre. Les directeurs d'administration, les grands corps d'État où les politiques se recasent, les agences et opérateurs de l'État, les associations financées par l'État, les syndicats de fonctionnaires tout-puissants comme le syndicat de la magistrature et son mur des cons, tous ces gens qui ont un intérêt commun pour que rien ne change et à qui le système donne tous les moyens nécessaires à tous les niveaux de pouvoir. La France se meurt d'une équation perdante, un coût électoral bien plus élevé que le bénéfice des réformes structurelles inévitables. Le résultat, une dette abyssale et incontrôlée qui hypothèque l'avenir des générations à venir, les tiennes. Certains cyniques vont même plus loin et participent à accélérer le processus. En février 2026, juste avant les élections municipales, les écologistes ont fait adopter en commission des lois une proposition permettant aux étrangers non européens de voter aux municipales. LFI voulant même aller plus loin. Humanisme sincère ou création d'un vivier de voix? Alors, puisqu'une réforme spontanée n'est pas possible, quelle sera la solution? Immigration massive? Taxer les riches? Les extrêmes qui promettent de tout changer? On en parle dans l'épisode suivant et spoiler, aucune de ces réponses n'est la bonne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et comme toujours, pour aider la chaîne et son message, partage, abonne-toi, un like, un commentaire, ça nous aide beaucoup. Et d'ici la suite, la semaine prochaine, tiens bien raide, pas molly.